Bonsoir tout le monde, coucou, on est là à nouveau, on est là avec vous encore ce soir pour vous parler littérature dans Racontase littéraire. Et avec moi, j'ai ma charmante Kelly. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum, bonsoir toutes. Et oui, donc toujours heureuse, impatiente donc de partager ce moment littéraire avec vous. Et ce soir, nous propose Azot un petit cours d'histoire. Un petit cours d'histoire un peu particulier où on va voyager. On va voyager un peu dans le temps, dans la Bretagne de 1700 avec monsieur Lebon Johnny. Bonsoir. Bonsoir Johnny. Alors Johnny Lebon est un familier de nos plateaux sur Télécréole puisqu'on a chroniqué ensemble pendant pas mal de temps. Et ensuite, il avait sorti en 2021 Chasseur de guêpes, une histoire de garçons et de filles pour un peu raconter cette tradition de la Réunion et cette tradition familiale. Et en 2021 aussi, il fait un doublé puisqu'il nous sort Regard d'un yab sur l'évolution de son petit pays. Et c'est dans ce livre que par petits morceaux, on est venu chroniquer et on est venu discuter sur la Réunion parce qu'il faut rappeler que Johnny Lebon, c'est un fan de l'écologie, de la protection des animaux, amoureux de la nature et plus que tout amoureux de la Réunion. Donc voilà, il porte tout ça. Ah oui, il porte tout ça en lui. Toutes les luttes de la Réunion, il en fait sienne. Et puis, agréablement, il nous revient en 2024 avec Généalogie des Lebon de la Bretagne à Bourbon. Moi, Pierre Lebon, histoire d'une saga familiale. Alors là, on va pouvoir en parler quelques minutes. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup à dire, on ne pourra pas rester plus. Ah, c'est clair. Alors, moi, quand j'ai lu le titre, je me suis dit encore un roman historique. Je me suis dit encore un roman historique. Sauf que je n'ai pas prêté attention à la petite écriture histoire d'une saga familiale. Parce que c'est un peu ce qui caractérise en fait cette approche des Lebon, donc qui est votre patronyme. Oui, voilà, exactement. Donc, ce qui est bien en fait, c'est que on passe du microcosme, c'est-à-dire l'histoire des Lebon, au macrocosme, c'est-à-dire donc l'histoire de la Réunion, mais sous l'œil avisé de vous, Monsieur Johnny. Et on a justement des petites anecdotes où vous vous permettez de dire c'est peut-être pour ça que j'ai ce caractère sanguin là, j'ai ce goût un peu pour les femmes, un peu voilà, j'ai ce on va pas tout dévoiler. Non. Mais c'est vous voyez, c'est une approche, je dirais comment dire, accessible. Voilà, enfin moi ce qui m'a le plus touchée, c'est ça. C'est ce côté-là. Vous passez donc du microcosme au macrocosme, on fait un va-et-vient et c'est très bien renseigné. Mais c'est ce côté-là, c'est ce côté-là qui m'a touché, cette saga-là, cet amour que vous avez finalement pour votre famille. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Ça. Donc je raconte à travers ce que les gens peuvent croire quand on voit le titre, c'est qu'on parle que des Lebon. Mais effectivement, comme vous dites, je parle à travers 9 générations de Lebon. Je raconte toute l'histoire de la Réunion depuis 1700 jusqu'à aujourd'hui avec des anecdotes, avec des faits historiques. Et c'est, comme vous dites, c'est très bien renseigné. J'ai fait un gros travail de recherche au niveau des archives départementales et nationales. J'ai même écrit aux archives du Pérou pour essayer de trouver, pour voir s'il avait laissé une traçabilité. Parce que le grand-père, Pierre Lebon, quand il est parti de la Bretagne de 1706, il quitte Port-Louis de Lorient en 1706. Il fait 2 ans quasiment de route. Il arrive à La Réunion, à Bourbon, à ce temps-là. Il arrive à Bourbon en 1708. Et après être passé par le Pérou, Galégos, la côte... Oui, parce que ça fait 2 ans de voyage, c'est pas rien. Oui, tout à fait. Et il vient avec tout un panel d'autres personnes, entre autres le folio, premier folio. Il vient avec les gouverneurs qui amènent ici, par exemple, le premier plan de Zambrovat en 1708. Donc ça, je raconte à travers le roman. Et après, donc, il était déjà turbulent. Et ce caractère que je retrouve dans les Lebon et dans mon propre caractère, et ça, vous le dites, un peu épidermique, coureur du pont, sanguin, voilà. Donc, je retrouve ça dans ma génétique à moi. Commando aussi, dans une autre vie. Oui, j'ai été commando aussi pendant un petit moment. Donc, Pierre Lebon, il arrive à La Réunion. La Compagnie des Indes
voulait déjà à l'époque l'envoyer sur Pondichéry parce qu'on disait, bon, il est turbulent, fort caractère et tout ça. Donc, cette description de son caractère, on le retrouve très bien dans les mémoires qu'a écrit un des gouverneurs de l'époque, qui s'appelle Desforges-Boucher, Antoine Desforges-Boucher, qui le cite. Et donc, il décrit un petit peu le caractère de chaque personne de cette période-là de l'île Bourbon. Et donc, il échappe au fait de partir sur Pondichéry. Il se marie avec une Jeanne Lépinay en 1711. Et la Jeanne Lépinay, c'est une femme précurseur féministe, avant-gardiste, parce qu'elle va elle va assumer le fait de partir en marronnage volontaire avec un esclave de la propriété voisine qui s'appelle Jacques Velle ou Jacques Vol. Et elle va elle va commettre un adultère de son plein gré, tomber amoureuse de ce noir, partir 2-3 semaines avec en marronnage. Ce qui n'est pas anodin à l'époque. Ah non, et tout à fait, parce que n'oubliez pas que là, il y a le code noir de 1723, un petit peu plus tard. Il y a l'ordonnance de Blanquet de la Haye, 1694, qui interdit les relations mixtes. Ouais. Et donc, elle assume cet amour pour ce noir, et elle va faire un enfant. Le premier, bon Pierre-Paul, en fait, n'est pas un Lebon. Voilà. Je raconte dans le livre, c'est un bâtard issu de l'adultère de Jeanne Lépinay avec Jacques Velle ou Jacques Vol. Et ce Jacques Vol, quand on va quelques semaines après, quand ils vont revenir, lui, il va subir, il va avoir les 5 doigts de pied coupés, et elle va subir ce qu'on appelle... C'était l'époque. Elle va subir le cheval de bois. C'est-à-dire l'écartèlement à la partie où elle a péché. Donc elle a dû prendre un siège et reconnaître, faire ce qu'on appelle l'amende honorable, reconnaître le péché de chair. Et donc le premier, le bon Pierre-Paul, tous les gens qui vont faire leur arbre généalogique et qui vont se rendre compte qu'ils ont ce Pierre-Paul dans leur généalogie, donc c'est pas des Lebon. À la base même, le nom Lebon, le patronyme Lebon, le Pierre Lebon, il s'appelait Pierre l'Espérance ou Espérance. Donc Lebon, pourquoi ? Parce qu'au début du XVIIe siècle, on disait celui qui est bon, c'est le sens de brave dans l'ancien français. Donc c'est un patronyme qu'on a hérité, mais la base même des Lebon, c'est Espérance ou l'Espérance. Donc voilà. Oui. Alors je sais que tu parles beaucoup, Johnny, alors il faut que je t'interrompe 2 minutes un peu pour te poser quelques questions. Oui. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment est-ce que tout d'un coup, on a envie de revenir sur son arbre généalogique, parce que tu étais bien parti dans tout ce qui était écologie, dans tout ce qui était donc le regard d'un yab bien assis en fait à La Réunion, et puis voilà, tout d'un coup tu vas chercher. Alors qu'est-ce qui motive cette recherche, à la base, moi je suis passionné d'histoire, passionné de généalogie, donc pourquoi la généalogie? Parce qu'on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on sort. Et moi, j'ai toujours eu cette passion depuis l'enfance pour les faits historiques. Je lis beaucoup de romans historiques et j'adore toute cette partie. J'aurais aimé vivre au 18e. Moi, j'aurais aimé vivre au temps de Louis XIV et tout ça. C'est une période qui me fascine. Même le Moyen-Âge, je suis très attiré par cette période de l'histoire. Et le XVIIIe siècle, les encyclopédistes comme Diderot, d'Alembert, Voltaire, Montesquieu et tout ça, tous ces encyclopédistes, moi, je suis amoureux de cette... Voilà. Rousseau, par exemple, Jean-Jacques Rousseau, je suis un amoureux de Jean-Jacques Rousseau. J'adore la littérature de Jean-Jacques Rousseau. Donc, l'histoire, c'est vraiment une de mes facettes préférées. Je suis passionné d'histoire et j'avais envie de connaître les origines de mon arbre généalogique. Donc, je suis remonté sur la branche des Lebon aux alentours de 1640, 1650. Et il y a une branche de ma famille, les deux Boisvilliers, où j'ai pu remonter jusqu'au Moyen-Âge, 1098, Guillaume le Conquérant. Ah oui, quand même. Parce que je suis vraiment un Réunionnais atypique, on va dire. C'est-à-dire, dans ma généalogie, j'ai Lebon, du côté de mon papa. Du côté de ma grand-mère paternelle, c'était de Boisvilliers. Du côté de ma grand-mère maternelle, c'est Técher, Texera d'Amota, que je raconte, Manuel Texera d'Amota. Et du côté de mon grand-père maternel, c'était Klein. Donc Yann Macas Séquelin. Un pirate, pareil. Hein. On a tous des origines, je raconte dans le livre. Mais quelle richesse! Oui, franchement, on est, au niveau de la Réunion, on est riche à ce niveau-là. Et ce que peu de Réunionnais savent, c'est qu'on descend beaucoup de pirates. Je raconte dans le livre, par exemple, qu'en 1721, quand la Buse, là on a dit qu'il y a un roman qui vient de sortir, L'Union.
qui a écrit un livre qui dit que le trésor de la Buse, ce serait à la ravine à Malheur. Bon, ils ont dit que c'était à Maurice et tout ça. Donc, je raconte que mon grand-père a côtoyé la Buse, Olivier Levasseur, parce qu'il faisait partie de l'époque. Quand j'ai fouillé dans les archives, je retrouve des dettes de Desforges-Boucher et tout ça. Et Desforges-Boucher, c'était le gouverneur de l'époque quand il y a eu la prise de la Vierge du Cap en 1721, au large de Saint-Denis, sur lequel il y avait le comte Hérissera qui avait toute la richesse. Donc, franchement, ce livre, je raconte tous les événements historiques qui ont marqué la Réunion depuis 1700 jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à toi. Parce qu'il y a même un chapitre à la fin où tu dis Johnny Lebon, Yabdéo. Voilà. Et donc là, on a tu te mets en scène. Donc voilà, la 9e génération. Ouais. Et donc moi, j'ai une question, peut-être anodine, peut-être on te l'a déjà posée ou pas. Pour toi, qu'est-ce qu'un Yab alors? Un Yab, c'est déjà à la base, la Yabitude, où c'est originaire des petits blancs des Hauts. Oui. C'est-à-dire quand dans la période de l'histoire, après l'abolition de l'esclavage le 20 décembre 1848, beaucoup de blancs se sont appauvris. Donc ils avaient honte, ils ont perdu leur rang social, donc ils sont allés dans les hauteurs pour se réfugier sur les hauteurs comme ça, l'Asie, Sillaos, les endroits un peu cachés, parce que probablement par honte de perte de valeur sociale. Et donc un Yab, pour moi, c'est quelqu'un qui est blanc, qui a des origines métisses, parce que dans mon sang, comme je vous ai dit, j'ai du pirate indo-portugais, j'ai de la grand-mère malgache, j'ai du breton et tout ça. Et donc le Yab, c'est une espèce de métissage de tout ça, avec la prédominance de la couleur d'origine bretonne. Vous voyez, la plupart des Yabs, c'est des blancs, c'est des petits blancs des Hauts. D'accord, mais donc le fait qu'ils soient, quand on dit Yab, on pense blanc, finalement non, ce sont des métissés alors. Parce que les Yabs, à la base, ils ont été métissés aussi, parce que comme je dis, Jeanne Lépiné, c'était une créole, Pierre Lebon, c'est un breton, donc il y a eu un métissage, et voilà. Voilà. Alors moi, je voudrais revenir sur la période sous Louis XIV, où l'augmentation des impôts, les 3 ordres et tout, et puis, comme tu dis, ces caractères des Bretons qui sont toujours en train de résister. Oui. Alors, ils résistent, ils n'acceptent pas cette tradition des impôts, mais j'ai envie de dire que jusqu'à nos jours, ils résistent. Et que l'histoire de Astérix et Obélix, c'est peut-être qu'un pied de nez, mais ça... voilà. Et donc, alors... comment, toi, tu vois dans ton caractère ou de celui de ta famille cette résistance? Moi, je suis à la base un résistant. Si tu regardes mes écrits, j'écris des articles de temps en temps pour les journaux ici, et j'ai déjà écrit un article, des éditos. Je suis un insoumis. C'est-à-dire, le système, j'ai toujours eu pour principe dans ma vie, précepte, de dire que je ne suis pas un oui-oui béni. Quand on me dit quelque chose au niveau de l'actualité, je veux toujours avoir cette capacité de discernement et analyser moi-même en pesant le pour et le contre pour regarder le vrai du faux, quoi. Je veux dire, on ne va pas te dire, ça c'est blanc, et tu dis, oui, c'est blanc. Donc, dans ce côté breton, moi je retrouve ce côté où on est insoumis au système. Et moi, je n'accepte pas qu'on m'impose des règles que la société impose généralement. Voilà. Mais oui, et tu le dis, tu le dis à la page 241, soyons marronnaires. Oui. Ne laissons pas faire, soyons marronnaires. Le premier Lebon de ce livre était un rebelle, que l'exemple perdure pour les générations à venir. On sent quand même à la fin de ton roman que tu reviens sur cet engagisme-là, tu t'interroges. En fait, tu es un homme qui t'interroge tout le temps. En lisant le bouquin, je me suis dit, il a fait donc ce qui l'a poussé à écrire un peu cette généalogie, c'est l'interrogation. Donc, comme tu dis, ne pas rester sur les faits, donc les stéréotypes ou autres, et de chercher par toi-même. Donc, tu es un insoumis interrogateur. Oui, j'ai déjà dit sur un plateau avec Koulsoum, sans être prétentieux, je me définis comme, on va dire, c'est un gros mot, mais un éco-intellectuel, c'est-à-dire un intellectuel de l'écologie. Je suis pas écologiste. Je fais toujours une différence entre écologiste et amoureux de la nature. Parce que la différence entre un écologiste et un amoureux de la nature, c'est que moi, l'amoureux de la nature, je considère la nature comme ma maman. Tandis que l'écologiste, il va considérer la nature comme un bien, comment il peut aménager, comment il peut agencer. La différence est là. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, la nature, elle est sur le même niveau que moi. C'est-à-dire, je la considère comme partie intégrante de mon existence. Je fais partie de la nature, comme j'ai dit sur un plateau.
La nature, c'est nous et nous sommes la nature. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir ce regard de dire on est dominant, dominé. Non. Tant qu'on ne changera pas, et j'ai eu des approches de partis écologistes, j'ai jamais voulu adhérer à aucun parti politique parce que justement, je veux garder cette capacité de cette liberté de penser et cette liberté de dire. Et les écrits me permettent de dire. Je suis en train de préparer un 4e, un 5e et un 6e roman. Et le 6e roman sur lequel j'ai commencé à réfléchir, ce sera vraiment un questionnement sur l'évolution générale de la Réunion. Ah bah, si je peux me permettre, tu en parles quand même oui, un j'en petit parle, peu à la fin, avec justement, alors c'est ce qui est touchant, tu as toujours le regard de ton père, tu te dis que c'est difficile pour eux, pour la génération de tes parents. Après, donc tu te dis, la Réunion est dans un ultra-modernisme, il faut faire attention, les technologies, l'IA, tu en parles, et justement, à la fin, tu dis non, il faudrait qu'on arrive à faire avec ce qu'on est. Justement, et tu dis qu'on devrait... on est en train de perdre notre âme, en fait. Voilà, parce que là, on est de plus en plus amené à partir vers ce qu'on appelle de la technocratie, à base de l'intelligence artificielle. Et le gros danger pour les générations qui viennent, c'est de ne plus être humain, justement, d'être remplacé par une machine, que ce soit dans notre fonctionnement, mais déjà dans notre logiciel mental, dans notre cerveau. Parce que les sciences cognitives que nous proposent les GAFAM, ils veulent nous implanter des puces de main et tout ça, et ça commence déjà. Et ça, c'est le gros danger. J'en ai parlé avec Michel Onfray, que j'ai eu la chance de rencontrer sur un salon littéraire à Saint-Pierre. Et je partage pas certaines opinions qu'il a, ses opinions politiques et ses opinions du système n'engage que lui. Mais par contre, moi, je suis un fervent admirateur de Michel Onfray pour son érudition, pour son côté intellectuel, pour son côté, justement, questionnement sur le fonctionnement sociétal de maintenant. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. La justesse de certains propos. Voilà, et c'est vraiment un intellectuel qui est très... Alors moi, je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Je voulais dire que de toute façon, on va saluer les Bretons aussi parce que c'était quand même en résistance. Donc, ils ont refusé le nucléaire, ils ont refusé l'autoroute. C'est le seul endroit quand même dans l'Hexagone où on ne trouve pas l'autoroute. Ça avait fait un grand scandale sous Giscard d'Estaing, et puis Mitterrand avait dit non, c'est fini, on ne mettra pas une centrale nucléaire. Et donc, et là, il passe par moments en autosuffisance. C'est quand même des combats qui viennent de cette région-là et qui sont des régions fortes. Je retrouve ça dans ma génétique parce que je vous dis, le combat que je mène permanent, c'est la protection de l'environnement. Moi, mon souci quand je me lève le matin, c'est pas autre chose que dire comment préserver l'île, comment faire en sorte demain matin de laisser une île viable pour les générations à venir, et aussi comment préserver notre âme, cette créolité qu'on est en train de perdre par ce mondialisme. On est en train on fait des ersatz, des pièces de remplacement de notre culture. Mais il faut faire confiance à notre nouvelle génération parce que je ne pense pas que l'âme créole, on peut le perdre, parce que je pense que aussi, moi je reste beaucoup optimiste en disant que cette nouvelle génération, même si elle part et elle revient, peut-être faire autrement. Voilà. Ce sera peut-être une créolité autre. Mais c'est clair que ce ne sera pas... Voilà, mais je pense que... Moi, je me suis toujours questionné pour savoir est-ce qu'on a gagné. On a gagné en modernité. Voilà. Quand on regarde les années 50, je raconte dans le livre les périodes d'après-guerre, comment le palu, la faim, la pauvreté, tout ça. Quand on regarde tout ça, on se dit effectivement, on a gagné en modernité. Mais si on se questionne, est-ce que nos anciens qui mangeaient cambas, patates, manioc et tout ça, est-ce qu'ils avaient les mots MAUX que nos jeunes ont maintenant aujourd'hui? On voit des jeunes qui tuent des jeunes, des gens qui attaquent des vieux pour voler de l'argent. On n'a pas cette société malade qu'on a maintenant. Et ça, c'est le mondialisme, l'ultra-consumérisme qui nous amène ces mots. Mais on a quand même des jeunes qui reviennent à la base, des jeunes qui refusent tout ça. Et des jeunes qui ont une autre conception du travail que nous, on n'a pas. On n'a pas. Donc, qui redéfinissent. Certes, ça va mettre peut-être son temps, et ça, je te l'accorde. Mais notre cœur doit rester ouvert à tout ça. Oui, de toute façon,
Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait le parallélisme entre les anciens, à partir de Pierre Lebon, et jusqu'à moi Voilà, aujourd'hui. exactement. Parce que j'analyse à travers l'époque, et quand je me dis, c'est comme des cycles, en fait. Voilà, c'est On n'est pas exactement sorti ça. de l'esclavage. On est encore dans une Il y a forme encore, d'esclavage. il y a Moderne. Mais plus pernicieux, caché. Oui. On est dans l'ultra-consumérisme. Vous voyez, j'avais dit sur un plateau il y a quelques années qu'on allait rentrer dans une inflation de 9%. Regardez, aujourd'hui, on est plus que ça. Tu te J'ai souviens pensé quoi, à ce que toi. j'avais dit à J'ai ça? pensé à toi quand ils l'ont annoncé. Bien sûr, J'ai parce pensé. qu'on le sent. Vous voyez, moi, en tant qu'écrivain, j'ai cette analyse d'un peu de regard de sociologue sur comment notre société évolue. Et quand je regarde la bétonisation, l'artificialisation, la dénaturation de nos espaces naturels, je me dis, Ça inquiète. C'est inquiétant. Voilà. Alors, on va rapidement passer à l'objet qui te caractérise, mais rapidement, Johnny. Un seul mot. Ça va être, je ne sais pas si ça va être possible. C'est ça, c'est les faiseurs de pluie, le D'accord. livre, Ah oui. l'écologie. D'accord. L'écologie, l'amour de la nature et comment on est arrivé à l'état climatique dans lequel on est aujourd'hui. Ce livre, c'est un Australien qui l'a écrit, Tim Flannery, il questionne justement sur la capacité qu'a l'homme de changer son destin climatique. Et c'est vraiment ça, moi, mon message, c'est arrête, salir notre planète, préserve notre petit pays, préserve. La préservation, c'est le maître mot de tous mes écrits, on retrouve ça dedans. D'accord, très bien. Préservez-vous, préservez la nature, préservez notre petit pays. Merci beaucoup Merci Johnny. à vous de Merci m'avoir beaucoup reçu. Koulsoum. Merci Et à nous vous. retrouve. Au revoir.